Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis chez moi et je m'apprête à tourner un épisode en visio avec Nina du compte Instagram Les Nouvelles Héroïnes que vous connaissez peut-être. Donc on va se parler en visio pendant une pause déj et j'ai trop hâte de découvrir ce que Nina va me raconter. Si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline, Appétit Libre sur les réseaux et habituellement je teste des restos dans Paris avec des invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter si vous souhaitez participer. Et maintenant, je donne aussi la possibilité à quelques personnes de participer en visio, comme Nina, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Paris. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup Nina de participer à mes vidéos en mode visio, puisque on n'est pas si loin que ça finalement, géographiquement parlant, mais Oui, compliqué de trouver un jour pour que tu puisses venir à Paris et que je sois dispo aussi au même moment. Donc au final, vu que ma présence sur YouTube va peut-être diminuer dans les prochains mois, je préférais que... Enfin, c'était plus ouais. simple de faire ça maintenant, quoi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas. Oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, je suis Nina. Je vis près d'Orléans. J'ai 29 ans et je suis thérapeute anti-régime spécialisée dans l'acceptation de soi chez les femmes grosses, du coup. Moi, je me spécialise vraiment chez les femmes grosses. Et à part ça, je suis fan de Taylor Swift. Je monte souvent à Paris pour aller voir des concerts. Là, demain, j'y suis, justement. Je monte sur Paris dans l'après-midi pour aller voir Weezer au Zénith de Paris. Et je suis passionnée par les États-Unis depuis que je suis jeune. Voilà, je pense que ça fait 3 bullet points un peu fun qu'on peut rajouter à Ok, la présentation. sympa. Merci de participer. On a décidé de reproduire au maximum le concept de ma chaîne, de Oui. papoter tout en déjeunant ou en Mm. mangeant un snack. Du coup, qu'est-ce que tu t'es préparé? Ma grande question. Alors, je vous montre, c'est vraiment, moi, les trucs, faire des trucs esthétiques niveau food, je n'aime pas, enfin, ça me saoule. Du coup, c'est des saucisses à la sauce tomate avec des poivrons et des oignons rouges et des coquillettes parce que j'ai loupé mon riz. Voilà, donc j'ai Ah, dû d'accord. faire des coquillettes très rapidement. Et d'accord, du coup, c'est une salade? Non, C'est non, c'est froid ou un c'est plat chaud? chaud. Ouais, Ah, c'est un plat chaud, d'accord. j'avais envie de féculents, j'avais envie de saucisses, donc voilà. Et c'est quoi? C'est des knacks ou c'est des... Non, non, c'est des chipots Ah que ouais, c'est je des coupe chipots. en fait. Voilà. Et en fait, je fais comme un one pot. Je mets mes Hmm. poivrons, mes oignons rouges, des herbes de Provence, mes saucisses coupées en morceaux, ma sauce tomate. Je laisse tout mijoter à feu doux. Et en attendant, je fais mes pâtes. Et voilà, c'est vraiment un truc. Donc, si les gens veulent la recette, dites-nous en commentaire. Franchement, je Je suis te, pas une grande cuisinière, hein. je te solliciterai pour la recette. Et ben moi, c'est une salade burrata kebab qui vient de Lux Kebab et que j'aime beaucoup cette adresse. Voilà. Et je trouve que Hmm. c'est visuellement assez... Enfin, ça dépend des goûts, mais je trouve que c'est assez coloré, assez joli. Il y a quoi dedans Alors, exactement? alors, il y a pas mal de viande de kebab, du coup, une burrata, de la salade, du chou rouge, des tomates, des cranberries. Je me disais, une salade, ça va être ce qu'il y a de plus pratique parce que si je prends le kebab, je vais m'en faire foutre partout avec le micro et tout ça, ça va être compliqué. Donc, des fois, je pense aussi à ça. J'avais pas pensé au début quand j'ai commencé ma chaîne que manger un ramen Hmm. en vidéo, c'était pas. Enfin, tu vois, il y a des plats comme ça qui sont pas très Ouais. esthétiques à manger. Ouais, genre les Et après coup, spaghettis, tout ce qui est long. ouais, je me dis, ouais, coquillette, très bon choix, coquillette, parce que ça en fout pas partout. J'ai pris la Voilà, grosse voilà. cuillère pour manger comme les enfants, plus pas de fourchette, vraiment. Ah, toi aussi, tu fais ça? Parce que moi Ouais. aussi, il y a pas mal de trucs comme ça. Par exemple, le riz, je mange ça à la cuillère parce que je trouve qu'une fourchette, c'est pas pratique. Bah, de toute façon, qui nous pousse à penser qu'il faut absolument prendre une fourchette pour manger une fois qu'on est adulte, c'est les conditionnements sociaux. Donc, Ouais, voilà, moi, je m'en fous exactement. un peu. Bon, bonne app. Ouais, toi Et aussi, du coup. donc, j'ai toujours une question qui vient en premier dans mes vidéos.
après pourquoi tu as choisi ce resto, c'est comment te définis-tu en tant que mangeuse? Je pense que je reviens de loin, donc j'ai envie de dire sauver. Enfin, je sais pas quel mot exactement trouver, mais ce qui me vient tout de suite en tête quand tu me poses la question, c'est le côté de je reviens de loin et qu'aujourd'hui je sois capable de manger face à quelqu'un, surtout à une vidéo qui va être diffusée sur Insta, sur YouTube, des trucs comme ça, être capable de manger des féculents face à quelqu'un. Pour moi, ça prouve que je reviens de loin quand même. Donc ouais, je pense que c'est guéri, sauvé, je sais pas, voilà, des termes qui ramènent vraiment au fait qu'il y a eu une progression, quoi. Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter ton parcours depuis que tu es enfant jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir un rapport compliqué à la nourriture et puis après le cheminement jusqu'au fait que tu t'en sortes? Bah, en fait, ce qui m'a amené à avoir un rapport compliqué à la nourriture, c'est un événement en particulier qui a déclenché 15 ans de ma vie, d'hyperphagie, de détestation de mon corps, de rapport au poids très compliqué. J'avais 5 ans, je suis partie en vacances chez mes grands-parents qui habitaient à Dunkerque. Moi, ma famille Ouais. habite à Poitiers, donc je suis partie un mois, quoi. Genre un bon mois pendant les grandes vacances à 5 ans chez mes grands-parents. Et en revenant, du coup, ma mère m'a vue. Elle m'a pas dit bonjour, elle m'a dit qu'est-ce que t'as grossi? Et en fait, À 5 ans? ouais, ça a été la phrase qui a tout fait basculer dans ma vie. C'est-à-dire que à partir de là, j'ai été mise au régime. À partir de là, le médecin de famille, qui était très grossophobe, encourageait tous mes proches à me mettre au régime. Enfin, vraiment, quand je dis me mettre au régime, c'est que j'avais plus le droit de goûter. J'avais même plus le droit à l'eau gazeuse parce que l'eau Ah oui? gazeuse, ça étirait l'estomac. Enfin, comment dire? Il disait Ah qu'en oui. gros, à cause des gaz, ça a étiré l'estomac, enfin voilà. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée, ouais, à 5 ans, à être poussée finalement dans les bras du culte de la perte de poids, du culte de la minceur. Et en fait, ça a duré jusqu'en 2019, quoi. Et ça a créé de l'hyperphagie, genre peut-être 1 ou 2 ans après que je sois mise au régime, j'ai commencé à me cacher Mais t'as pour été mise au manger. régime à 5 ans? Ouais, ouais. Ça te choque ou quoi? Bah, ça me choque, ouais, parce que tu sais même pas lire que t'es déjà mise au régime. Et en Mm. fait, c'est ta mère qui t'a emmené voir le médecin parce que t'avais pris du poids? Ou Mm. ça s'est passé que tu t'es mise au régime avant d'aller voir le médecin? En fait, ça a été assez radical, quoi. À partir du moment où je suis rentrée chez moi, ça a été radical dans le sens où elle m'a dit ouais, que j'avais grossi. Après, exactement comment ça s'est passé, je sais qu'elle m'a envoyé voir le médecin, que le médecin, il a regardé la courbe dans le carnet de santé, qu'il a vu que c'était trop haut. Et c'est parti, quoi. Ça a toujours été comme ça jusqu'à ce que, en fait, je veux pas aller trop vite dans l'histoire, mais jusqu'à ce que je décide de me faire opérer d'une chirurgie bariatrique, donc d'une Hmm. sleeve où on enlève les 3 quarts de l'estomac. Et finalement, peut-être quelques semaines avant l'opération, j'ai décidé de pas le faire, mais bon, ça c'est un Ouais, peu ça plus c'est loin dans le après. parcours, quoi. Donc en gros, tu t'as été mise au régime à 5 ans et Ouais. donc c'était pas de goûter, c'était, j'imagine, C'est pas de gâteau, Mm, peu de mm. féculents, enfin les bons vieux régimes des années 90 quoi, j'imagine. C'était ça, c'était bah, pas de goûter. C'était si j'avais faim, c'est une pomme ou un yaourt. On limite un max les féculents le soir. C'était bah, par exemple aux anniversaires des copains et des copines de l'école. Les mamans, elles avaient le droit à des directives de la part de ma mère, genre pas trop de bonbons pour Nina, pas trop de soda, pas trop de gâteaux, c'est bonbons ou gâteaux, des trucs comme ça. Hmm. Pareil, le soir, c'était fromage ou dessert, mais pas les deux. En fait, c'était plein de petits trucs mis bout à bout comme ça en Ouais, fait ouais, et et ça crée vraiment l'interdit par exemple bah je sais pas manger des frites nous on est team mayo à la maison, c'est-à-dire les oui. frites c'est avec de la mayo. Bah la mayo c'était genre un tout petit truc de mayo pour bah une assiette normale de frites, quoi, des trucs comme ça. C'était des petites restrictions comme ça qui s'amoncelaient en fait dans mon quotidien. Mais tes parents, Et ils étaient au régime aussi? ils étaient pas spécialement au régime. Ma mère faisait attention à ce qu'elle mangeait. Avec mon père, c'était beaucoup plus cool. Vraiment, lui, c'était un peu, je me souviens, on avait le droit au surimi, des trucs comme ça. Enfin, j'avais le droit à ça avec lui. Lui, il savait cuisiner que les pâtes. Donc, c'était pas de jambon. Enfin, c'était beaucoup Ils plus étaient cool. séparés? Non, ils étaient ensemble à l'époque.
Et ouais, ma mère, elle faisait attention à son poids, dans le sens où, bah, faut faire attention. Tu sais, il y a un peu ce consensus collectif il faut Ouais. faire attention, quoi. Donc elle était dans ce genre-là. Mais Et t'as des en frères fait, et je sœurs? sais, ouais, j'ai une petite sœur qui est née en 2003, donc on a 7 ans, 7 8 ans de différence. Elle a subi aussi les restrictions, elle aussi, elle a fait de l'hyperphagie. Ah Enfin, ouais. ouais, en gros, ce qui m'est arrivé n'a pas servi de leçon. C'est ça en fait le truc. On va dire que la génération, la génération de mes parents, qu'on appelle un peu la génération boomer, c'est très difficile de les voir se remettre en Ah ouais. question. Ah oui. Donc voilà, je les aime. Par contre, Mais ça, surtout vis-à-vis du poids, Hmm, je pense que, enfin, il y en a peut-être qui doivent y arriver, mais c'est un mur, quoi. T'as l'impression que ouais, le poids pour eux, c'est vraiment, enfin voilà, je pense qu'il y a des trucs qu'ils arrivent pas à remettre en question sur certaines normes de genre ou quoi, qu'ils arrivent pas à remettre en question. Après, je dis pas que ouais. c'est lié à leur génération spécialement, hein, mais ouais, je comprends. Et je Hmm. reviens un petit peu en arrière par rapport à ce mois que tu avais passé chez tes grands-parents. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui s'était passé où t'avais plus mangé, ou il s'était passé... Enfin, parce que t'avais réellement pris du poids, c'était pas quelque chose que ta mère avait... Elle avait pas inventé le fait que t'avais pris du poids, donc est-ce que toi, Hmm. t'arrives à te rappeler? Bah, en fait, alors, je sais pas si il y a des personnes du Nord parmi nous, mais moi, ma grand-mère dans le Nord, c'est frites à tous les repas. Ah Vraiment, ouais? midi frites, mais tu sais, les frites faites dans le pot à frites, vraiment à la mode du Nord, quoi, à la mode flamande, vraiment. Donc, c'était frites le midi, frites le soir. Et bah, ma grand-mère, elle était un peu du genre, oh, bah, c'est les vacances, fais-toi plaisir. Je veux pas diaboliser la nourriture, mais c'est vrai que j'avais pas Hmm. une Et alimentation c'est la mère variée, de quoi. ta mère ou la mère de ton père? La mère de mon père. C'est la mère de mon père. Mon père, il vient du Nord. C'était la mamie Donc gâteau, quoi. potentiellement, ton père, il a été élevé comme ça aussi. Bah, en vérité, je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé sur comment est-ce que lui il mangeait. En fait, mon poids, ça a toujours été un peu un tabou, même si aujourd'hui mes parents sont beaucoup plus apaisés avec ça. Peut-être parce que bah, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Ça fait des années que je travaille dans ce milieu-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'ils savaient pas tout, qu'ils maîtrisaient pas le sujet et que c'est OK et qu'ils me feraient plus de réflexion et tout. Mais mon père, je sais pas. Je sais qu'ils ont Hmm. toujours été plus ou moins gros dans la famille. Enfin, c'est pas des gens minces, en tout cas. Je pense qu'il y a une grosse part de génétique. Et il y a aussi peut-être, oui, le fait que... Mais bon, mon père aujourd'hui, il a une alimentation... Si c'était le cas, il a une alimentation beaucoup plus variée aujourd'hui. Et Ouais. il n'a pas spécialement perdu de poids ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, voilà. C'était vraiment la mamie gâteau. Dès que je lui demandais un truc, elle me l'achetait. Dès qu'on allait à l'épicerie, elle achetait le sachet de bonbons. Dès qu'on allait chez le marchand de journaux, j'avais le droit aux 40 bars. C'était vraiment la mamie gâteau, la mamie bonbon, quoi. Après, je pense que, tu vois, manger des frites midi et soir, en fait, si tu Mm, fais ça sur un mois, ouais, tu vas peut-être prendre du poids si c'est pas ton habitude de faire ça. Mais au final, mm, si ta mère t'avait pas fait de réflexion, ça se trouve, tu l'aurais régulé naturellement, ton poids, et il se serait rien passé. Comme tu sais, des fois, on part 3 semaines en vacances, on mange différemment, donc forcément, mm, peut-être qu'on prend un peu de poids. Et puis après, quand tu reviens dans ton habitude, tu le repères naturellement. Et puis même, en fait, j'ai l'impression que les enfants, si c'est vraiment leur quotidien de manger toujours des frites midi et soir, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont un compteur de calories interne, s'ils sont intuitifs, hein, bien sûr. Mais mm. qui fait qu'ils vont pas, tu vois, ils vont pas prendre du poids. C'est l'impression que j'ai de ce que j'observe Ouais. chez moi. Après, je veux bien qu'il y ait des enfants qui aient des comportements alimentaires différents, mais je Mm, pense que le fait de manger des frites midi et soir, c'est pas à conseiller parce que d'un point de vue de variété alimentaire, c'est pas ce qui est optimal. Mais d'un point de vue du poids, je pense que tu peux tout à fait te réguler, tu vois, en mangeant ouais. des frites midi et soir. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça, en fait, ça, à l'époque, bien sûr, j'avais pas la maturité nécessaire. Ma mère n'avait pas le recul nécessaire, n'avait pas tout ce que toi et moi on sait aujourd'hui sur le poids, tout ce que toi et moi on sait aujourd'hui sur l'alimentation. Donc voilà, je pense qu'en fait, elle m'a vu rentrer. Je devais peut-être avoir 3 kilos de plus ou peut-être un Ouais, peu plus. Je saurais même pas te dire en fait. Mais en tout cas, assez pour la faire paniquer et ouais. qu'elle veuille que je fasse que je me mette en restriction, quoi.
qu'elle veuille me Après, restreindre. la nuance, c'est que, en fait, si t'as des frites midi et soir, mais que à côté, t'as quand même une vaste proposition alimentaire, là, tu peux Mm. te réguler. Mais quand, en fait, t'as pas cette variété, enfin, parce que tu vois, il y a des gens dans la précarité, je pense que du coup, bah, t'as faim. Donc, si t'as que des frites, tu vas manger trop de frites. C'est logique. Ouais. T'as des Mm. frites et qu'à côté, t'as, je sais pas, des légumes, des fruits, des produits Ouais. laitiers, d'autres trucs qui peuvent te permettre de combler ta faim. En fait, le Mm. problème, c'est pas tant les frites, c'est plutôt le manque de variété. C'est évident que si t'as que ça à disposition, tu vas Tu vas manger manger ce ça qu'il y et a, quoi. forcément, tu vas peut-être en manger trop. Mais j'avais pas que ça, j'avais aussi genre tu sais genre un steak haché ou des trucs comme ça, Oui, tu vois. oui, oui. Mais c'était pas varié quoi, c'était souvent la même chose. Enfin, c'était rare qu'on que j'ai autre chose que des frites. Des fois oui, elle faisait des haricots verts, mais forcément les frites, enfin, je trouve que c'est un meilleur goût que les haricots verts. C'était frites haricots ou frites petits pois, mais en tout cas, c'était toujours frites. Je pense que à ce moment-là, ça a été vraiment genre une vraie liberté où je pouvais manger des trucs que peut-être qu'à la Peut-être maison, t'avais pas j'avais ça des... chez toi. Ouais. Ouais. Peut-être que j'avais Mm. passé à la maison et peut-être aussi que je m'en souviens pas, mais j'avais commencé déjà peut-être à être restreinte. Parce que voilà, il y a toujours eu ce truc d'alerte de Nina, elle est un peu trop grosse. Ah bah elle se porte bien. Putain, cette remarque là, toute mon enfance, je l'ai entendue, le ah bah elle se porte bien. Moi je pensais que en fait, ah bah elle se porte bien, ah bah je vais bien. Mais en fait non, j'ai su que Ouais. quand j'étais ado, ce que ça voulait dire. Donc Et ouais, du coup, après ça, t'as commencé les crises vraiment d'hyperphagie, tu disais 2 ans après. Donc vers 8 ans, environ. vers 7 8 ans. Et Ouais, ça se traduisait comment? Alors c'était en fait, je me levais plus tôt le matin. Avant que mes parents se lèvent, je me levais plus tôt, j'allais dans la cuisine et je prenais la grosse cuillère à soupe, le pot de Nutella et je mangeais le pot de Nutella à la cuillère à soupe. Et je me souviens, je m'installais dans le panier des chiens pour le faire, parce que j'avais mes copains les chiens Mm. avec moi. Et je m'installais dans le panier des chiens, dans le noir, avec juste la télé, les dessins animés d'allumés et le volume baissé, baissé, baissé. Et je mangeais mon pot de Nutella à la grosse cuillère. Et en fait, bah, mes parents ont bien sûr retrouvé la cuillère, parce qu'à l'époque, je Ouais, savais pas faire disparaître l'épreuve. bah Donc, oui. donc, il retrouvait la cuillère, il retrouvait le pot pas vide, mais qui avait bien descendu. Et moi qui étais dans le panier des chiens, genre non, non, tout va bien, alors que je devais avoir des moustaches de chocolat ou des trucs comme ça. Ça a commencé comme ça. Après, quand j'allais chez ma grand-mère maternelle, qui habitait à peut-être 100 mètres de chez moi, enfin voilà, elle avait toujours des sodas dans son frigo pour bah, quand il y avait les repas de famille. Que tout le monde puisse boire l'apéritif. Et bah, en fait, je descendais les canettes. Vraiment, je buvais les canettes et je les cachais dans les placards. Donc ma grand-mère ouvrait, je sais pas, la penderie, elle retrouvait une canette d'orangina vide. Elle ouvrait le placard de la cuisine, elle retrouvait une canette de coca vide. Ouais, Enfin, ouais. voilà, je planquais un peu et quand elle montait et que j'avais pas fini ma canette, parce que je sais pas si toi tu connais ça, mais c'est une maison des années 60-70, donc t'as un sous-sol et t'as les pièces de vie à Ouais, l'étage. ouais, Et ouais. du coup, eux, mes grands-parents, ils vivaient plus dans le sous-sol avec la cuisine vraiment d'appoint, des trucs comme ça. Et quand je l'entendais monter à l'étage, parce que moi, je regardais la télé dans la salle, dans le salon, et que j'avais pas fini ma canette, bah, soit je la planquais, mais vraiment, genre derrière un pot de fleurs, des trucs comme ça, soit je la vidais dans le pot de fleurs, mais genre en quatrième vitesse. Et Ouais, après, je cachais la canette, genre derrière mon dos dans le canapé ou des trucs comme ça. Mais c'est comme ça que ça a commencé vraiment, en fait, petit à petit, les crises d'hyperphagie. ouais. Donc c'était forcément toujours en cachette. Ouais, Donc ah oui, c'était oui. vraiment pas... Enfin, tu pouvais pas ressentir de la sérénité en faisant ça. Non, pas Donc, du tout. c'est clair que ouais, t'es un peu stressé, quoi, en même temps, quand tu fais ça. Mm, Donc mm. après, forcément, t'associes le fait de manger au fait d'être stressé, quoi, au final, après, dans ton cerveau. Je me faisais engueuler en plus quand j'avais ces Mm, crises-là. C'était bizarre parce que on appelle ça crise, mais c'était quand même programmé dans ma tête. C'est-à-dire que je savais que, ah bah si mm. c'est mamie qui me garde après l'école, je sais qu'elle va me laisser toute seule dans le salon, donc je pourrais piquer du soda et boire du soda. C'était des crises programmées en fait. Maintenant, je le vois avec mon œil d'adulte, c'était programmé, donc c'était des pulsions programmées. Je sais pas vraiment comment dire ça, mais c'était Ouais. vraiment, Ouais, ouais, mais bon, je pense que c'est une variante de crise qui est assez répandue, en fait, finalement. ah Parce oui, que faire oui, des oui, c'est crises, sûr. tu vois, même les gens qui travaillent, enfin, les gens qui travaillent, ils vont pas...
enfin, ça se peut que tu fasses une crise à ton travail, mais enfin, je pense que la majorité des gens, ils se disent, bon, bah là, je ferai ma crise. Enfin, ils se disent peut-être pas ça comme ça, mais je Mm. pourrais enfin, manger à tel moment. Et parce Non, qu'en mais en même c'était temps, ça. tu fais rarement une crise en public. Alors, je sais que ça existe, hein, les gens qui font des Mm. crises pendant les repas de fête. Mais en même temps, Mm. enfin, je trouve que quand tu fais une crise et que c'est en public, tu sais que c'est une situation où il y a plein de gens, où la focalisation n'est pas sur toi, tout le monde est occupé à être au buffet. Je pense pas que tu fasses une crise vraiment devant tes parents à table. Et puis il y a la peur du regard des autres aussi quand t'es Ah entouré bah des autres. oui, Moi je sais que pour tous les repas en public, que ce soit des repas avec ma famille ou des repas de fête où il y a beaucoup de monde, comme tu dis, où l'attention elle est pas portée sur toi, bah s'il y avait ma mère dans les parages, s'il y avait mes parents dans les parages, je faisais hyper gaffe. Donc pour moi, à titre personnel, faire des crises en public, c'était impossible parce que je savais que j'allais me taper la honte. Combien de fois ma mère, elle m'a tapé sur la main devant tout le monde parce que je reprenais le ouais, gâteau apéro de trop et tout le monde s'arrête de parler, tout le monde me regarde et tout. Ma mère qui dit c'est bon, ça suffit Nina devant tout le monde. Et toi, t'es là, tu te tapes la honte. ouais. Moi, c'était pas possible de faire des crises en public. C'est fallait que je sois seule en fait, que je sois toute seule ou que je sois sûre de pas être dérangée. Voilà, si par exemple, bah là, ma grand-mère, elle était au sous-sol, bah moi j'étais à l'étage, bah je mangeais en cachette. Ma grand-mère, je savais qu'elle me laissait tranquille. Mais ouais, c'était assez, c'était toujours caché parce que je me faisais engueuler quand ça se voyait de toute façon. Donc, Enfin, l'objectif de tes parents et du médecin, c'était que tu perdes du poids ou que tu ouais. stabilises. Mm. Et est-ce que ça a réussi cet objectif finalement? Bah non, du coup. T'as jamais réellement atteint l'objectif que tes parents ou ton médecin te donnaient? Non, en fait, je pense que l'alternance crise, restriction ralentissait le processus de prise de poids. Mais en tout cas, ça l'a jamais ça a jamais entraîné soit une stabilisation, soit une perte de poids. Moi, la stabilisation, je l'ai connue quand j'ai arrêté mon parcours de chire, en fait. C'est quand j'ai choisi d'accepter mon corps, quand j'ai choisi de faire la paix avec mon corps, mon poids et tout ce que ça entraîne. Donc, avoir une alimentation plus apaisée, tout ça, Ouais. que j'ai stabilisé mon poids. Mais moi, j'ai jamais perdu de poids, ou alors T'as c'était des jamais pertes eu de un poids. corps dans la norme en fait. Jamais. Ah Même non, au, non, non. même au prix d'efforts surhumains. T'as jamais. Non, jamais. Jamais, Ouais, donc jamais, au final, jamais. t'as toujours eu des gens sur ton dos, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que tu sais, des fois, il y en a, ils arrivent au prix d'efforts surhumains à rejoindre la norme, entre guillemets. Et alors, Ouais. ils vont absolument pas bien dans leur tête, hein. Mm. Mais bizarrement, là, plus personne les embête. Ils sont un peu tranquilles par rapport aux autres. Et aussi, tu dis, tu as toujours eu des gens sur ton dos, mais je me suis aussi toujours eu sur mon dos. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, Oui, ok, oui. oui, j'ai subi la pression des autres, j'ai subi la pression de la société, mais j'ai été aussi mon propre bourreau. Je n'avais pas le choix, parce que c'était le seul paradigme c'était la seule vision que j'avais, c'était le seul schéma de pensée que j'avais, donc j'avais pas le choix. Mais j'ai été mon propre bourreau aussi, j'ai toujours été sur mon dos aussi, parce qu'on m'a poussé, mais je l'ai fait aussi, quoi. Oui, en fait, t'as internalisé, mais comme beaucoup de gens, en fait. Au début, c'est tes parents ou le médecin, mais après, en fait, c'est internalisé. C'est pour ça que, enfin, t'as beaucoup de gens gros qui sont extrêmement grossophobes. Je veux pas dire les choses méchamment, mais je pense que les pires grossophobes avec les masculinistes, etc., c'est les anciens gros. Ah Je veux pas oui, faire de généralité, mais sauf les pires grossophobes, souvent, ce sont des personnes anciennement Sauf grosses. peut-être ceux qui ont été gros, qui ont réussi à perdre du poids grâce à une alimentation plus intuitive. Et encore, Ils en sont gros, pas ils nombreux, hein. détiennent toujours le savoir. Oui, déjà, ils sont pas nombreux. Et puis c'est vrai que bah du coup, ils pensent bien savoir. En fait, pour moi, ces gens-là, c'est des anorexiques en puissance. Parce que Mm, quand t'es anorexique en étant maigre et que t'es encore dans le déni, et qui sont dans le déni, c'est que en fait, tu penses savoir mieux que les autres, que bah toi, tu te nourris comme il faut, c'est comme ça qu'il faut se nourrir, tout le monde devrait faire comme toi. mm. Tu vois, tu penses un peu avoir la science infuse et que... Et Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que justement, ça te donne cette puissance et mm, cette impression de savoir. Donc tu te dis, bah, je vais en faire profiter les autres. Sauf que... Enfin, après, je dis pas, ça part sûrement d'une bonne intention de base, hein. Je dis pas qu'ils sont ouais. forcément mal intentionnés, mais ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont habités par... Par par une une espèce de repère. idéologie Ouais, voilà. pro Une perte de idéologie. poids, pro minceur, parce que moi, on parle de culture des régimes, diète culture. Moi, j'aime bien parler aussi de culte, parce qu'on voue un culte à la recherche de la perte de poids, à l'obsession des kilos perdus. On voue un culte au corps mince
on voue un culte aux personnes qui courent après tout ça, en fait. Donc oui, on parle de culture des régimes parce que ça imprègne la société, c'est vraiment présent et présent partout. Mais il y a aussi un culte qu'on voue au corps mince, aux personnes minces, aux personnes qui courent après la perte de poids, aux personnes qui font attention. Il y a vraiment une hiérarchie Oui. où sont Puis placés en haut. il y a une glorification des gens qui ont réussi à perdre du poids. Ouais. Enfin, je trouve que c'est assez flagrant dans les avant-après, toutes les mises en scène sur les réseaux. En fait, t'as des mises en scène en mode je suis devenue meilleure, quoi, en fait. La meilleure version de Voir soi-même. son main, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que du coup, dans ta vie, toute ta vie a tourné autour de perdre du poids, pas prendre trop de poids, contrôler son alimentation. Donc, t'as vécu ça Pendant pendant plus de 15 15 ans. ans. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Et ouais, qu'est-ce ça a qui a été été le ça. moment où tu t'es dit, enfin, comment s'est fait ta prise de conscience? Il y a eu deux prises de conscience. L'une hyper néfaste et l'autre hyper, du coup, salvatrice. La première prise de conscience qui a, je pense, déclenché tout ça, c'est qu'un jour, je rentrais de la fac avec une copine. On s'est dit, tiens, ça serait vraiment fun si on calculait notre IMC. On s'est dit, tiens, Ah, viens, tu l'avais vas-y. jamais fait avant? Non, je savais même pas ce que c'était en fait. Et du coup, bah, j'avais su ce que c'était au moment de la fac. Je regardais à l'époque, c'était la grande mode des body challenge sur Insta, les trucs comme ça où t'avais des fit girls qui créaient leur propre body challenge et tout. Genre, t'avais des circuits fitness, t'avais des circuits alimentaires, enfin, t'avais des trucs comme ça. Et du coup, c'est là que j'ai découvert ce que c'était que l'IMC. Et un jour, avec une copine, donc entre-temps, je m'étais inscrite à une association, à des groupes de parole pour femmes. Bon, on disait que c'était des femmes en obésité. Moi, maintenant, aujourd'hui, ce terme, je ne veux plus l'utiliser, je ne veux plus l'entendre. Ouais, Donc bah, je pour moi, pense que ça serait c'était important que tu nous expliques après. Enfin, après, ouais. tu nous expliqueras ta vision des choses. C'est très Ouais, intéressant. du coup, à l'époque, je m'étais inscrite dans une association de groupe de parole pour femmes grosses à l'hôpital d'Orléans. Et du coup, je commençais un peu à graviter là-dedans parce que j'étais assez active dans l'asso, du coup, parce que bah, je rencontrais des femmes qui comprenaient ce que je vivais, je comprenais ce qu'elles vivaient aussi par rapport à leur corps gros, par rapport à la grossophobie, par rapport aux médecins, par rapport à tout ça. Et du coup, bah, on en discutait de plus en plus souvent avec une amie de la fac. Et on s'est dit, tiens, on va calculer nos IMC. Et à l'époque, on pouvait encore dire obésité morbide. Aujourd'hui, normalement, on n'a plus le droit de le dire. Normalement, c'est interdit de dire obésité morbide parce que c'est hyper discriminant. Mais tout le monde le dit parce que ça fait peur et c'est marrant. Donc, c'est marrant, c'est ironique, hein. Oui, oui, oui. Et du coup, bah, moi, je calcule et je vois, putain, obésité stade 3, obésité morbide. Et je me dis, mais ça veut dire que là, mon poids va me tuer. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans Ouais, ce... ouais. Et je dis, bah écoute, ok, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin. J'ai dit au médecin, je dis, je veux me faire opérer. J'ai essayé tout ce qu'il fallait pendant X temps pour essayer de perdre du poids. Ça a jamais marché. Je suis prête pour l'opération. Je veux faire l'opération. Je veux faire une sleeve et tout. Ouais. Donc, c'était pour vraiment, Voilà. t'as eu peur pour ta santé. Voilà, c'est ça. J'ai eu peur pour Hmm. ma santé, mais il n'y a pas que ça. Et les gens qui disent qu'ils veulent perdre du poids uniquement pour leur santé, c'est des os. Je vais être très cash, mais pour moi, C'est c'est des du menteurs. mensonge. Ouais, Voilà, ouais. parce que forcément, moi, je fais pas de mon cas une généralité, mais pour graviter dans ce milieu depuis plusieurs années maintenant, il faut être honnête, on veut jamais perdre du poids uniquement pour sa santé. Il y a aussi pour se sentir belle, il y a aussi pour se sentir bien, pour être validé par les autres. Oui, Et moi, c'était exactement ça. Finalement, ma perte de poids, je me suis dit, bah, si je perds du poids, je vais forcément être belle aux yeux des autres. Mon mari va me trouver, enfin, à l'époque, c'était mon conjoint, mais du coup, c'est devenu mon mari. Mon conjoint va me trouver encore plus belle, mes parents vont enfin avoir la fille mince qu'ils ont tout le temps voulu avoir. Enfin voilà, il y a eu un gloubi-boulga de tout ça. J'ai eu du coup mon rendez-vous chez le médecin. Il m'a fait une lettre pour l'hôpital d'Orléans où j'ai commencé le parcours préopératoire. C'était étrange, vraiment. J'étais un numéro de dossier en fait. Tout simplement. J'avais l'impression d'être, tu sais, le bétail qui passe d'un champ à un autre, en fait. Tu vois, j'avais l'impression d'être hmm. sur une rampe qui m'emmenait ailleurs, qui m'emmenait dans un autre champ. Enfin bref, j'avais l'impression d'être un numéro, une sorte de vache avec l'étiquette à l'oreille, là. On avait toutes les mêmes conseils parce qu'il y avait l'hôpital de jour, donc tu pouvais discuter avec d'autres meufs et tout qui aussi, parce que c'était que des meufs, hein, je vais pas mentir, c'était que des meufs. J'allais dire c'est révélateur, tu dis les autres meufs, mais il n'y Ouais. avait pas de gars en fait dans l'histoire. Non, 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 il y Alors que avait pas des de hommes gros, gars.
ça existe, hein, mais bon. Et du coup, on avait toutes les mêmes conseils. Et en fait, je me suis dit, mais si la perte de poids, elle est différente pour chaque... Si le corps de chacun est unique, si les Bah fonctionnements oui. sont tous différents, alors pourquoi je me retrouve à manger les mêmes quantités que... les mêmes quantités de viande qu'elle, ou pourquoi je me retrouve à manger les mêmes quantités de féculents que elle? Enfin, déjà, je trouvais ça un peu bizarre, mais je me suis dit, de toute façon, je veux vraiment maigrir, donc je vais accepter, Et quoi. t'as été acceptée? Ouais, mais j'ai été acceptée parce que j'ai menti. Bah, tu vas sur Parce les que photos. normalement, tu vois, normalement, tu devrais être récusée vu que tu avais de l'hyperphagie, Bah ouais, non? et j'ai Enfin, menti c'est au une psychiatre. contre-indication. Bah T'as ouais. menti au psychiatre. Ouais. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui mentent. Enfin, Ah toi bah, qui gravites mais, dans le milieu. mais bien sûr, mais je pense que, allez, 90% des meufs et des mecs mentent pour avoir l'opération. Sinon, Mm. personne ne passerait. Je veux dire, on n'est pas gros parce que on mange trop, parce qu'on sait pas se contrôler. On n'est pas gros pour ça. On est gros parce qu'on a des TCA. On est gros parce que c'est notre génétique aussi. Et les médecins, ça, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas entendre que, bah, on peut être gros parce que nos ancêtres étaient gros, nos arrière-grands-parents étaient gros Mm. et que c'est un gène qui se passe. Enfin bref. Et du coup, moi, j'ai menti au psychiatre parce que j'avais lu sur un forum, parce que tu as plein de forums de femmes en parcours, opérées, voilà, qui discutent, qui se donnent des tuyaux. Et Ouais. elles avaient dit, surtout, si vous avez des TCA, ne le dites pas parce qu'on va vous refuser l'opération. Donc moi, le psychiatre m'avait posé la question. Je dis, bah non, moi, j'ai pas de TCA, tout va bien, je Mm. sais soigner depuis des années, alors que pas du tout, en fait. Ce que je trouve dingue, c'est que sur l'espace d'une seule séance de psychiatre avec le psychiatre, le mec, il a décidé que oui, j'étais apte à faire l'opération. Le mec, en une Mm. séance d'1 heure, ça veut dire qu'il a jugé que ma vie d'avant, s'était réglée, que j'étais Mm. ouverte à ma vie d'après, que j'étais ouverte à m'affamer pendant des années. Enfin, j'ai trouvé ça, Enfin, en en fait, fait, je trouve ça très hypocrite de la part de gens, de psychiatres. Ils savent très bien que aborder des sujets de santé mentale, c'est hyper dur. Tu peux pas faire mm, en une séance. Et même ouais, si tu avais envie de parler de ton TCA, peut-être que tu n'arriverais pas à en parler à la première séance. Mais ça, ils doivent le savoir. Ils travaillent dans la santé mentale. Enfin, je trouve que ça démontre encore plus à quel point ils sont grossophobes et à quel point ils ont envie d'opérer les gens parce que ça leur fait gagner des sous. Parce que merci. c'est lucratif comme chirurgie. Enfin, Oui, moi, je pense que oui, cette chirurgie, elle marche parce qu'elle est hyper lucrative. surtout la sleeve, parce que la sleeve, il y a encore plus de pourcentage d'échecs. Alors moi, je suis très nulle pour retenir les chiffres, ça, je suis vraiment désolée. Mais la sleeve, en fait, si elle ne fonctionne pas, t'as toujours le bypass. Ou le bypass, là, on te Ouais. coupe une Mm. partie de l'estomac et on te rebranche le tube digestif, je sais plus où. Enfin, en gros, on court-circuite. Le duodéname, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en Et, fait, t'as une malabsorption. en gros, la chirurgie bariatrique en soi, on dit c'est pas une baguette magique, c'est un coup de pouce, machin. Ouais, en fait, c'est juste pour vous faire de la thune sur le dos des gros. Vous savez très bien que d'ici 5, 10, 15 ans, les personnes, elles auront repris du poids, voire même tout le poids perdu. Elles seront de retour dans ce que vous appelez la catégorie obésité, que ce soit stade Mm. 1, stade 2 ou stade 3. Perso, toutes les personnes que j'ai vues se faire opérer, et pour avoir gravité dans le milieu de l'obésité médicale, j'en ai vu pas mal. Rares sont celles qui ont maintenu le poids le plus bas Mm. qu'elles avaient ou même ont réussi à maintenir un poids en dessous de l'IMC surpoids. Je Ouais. crois même que j'en Puis, connais aucune. ce que je trouve aussi dingue, c'est que eux, dans leur tête, les médecins, ils pensent faire ça pour la santé des gens. Mais moi, je vois ça comme une opération de chirurgie esthétique, on va dire, ce qui est. En fait, la Mm. chirurgie esthétique, on a plein de reportages qui te montrent, ah, regardez, ils se sont fait refaire les fesses, t'as vu, voilà, ça a fait telle complication. Tu vois, Mm. il y a plein de reportages qui te mettent en garde sur la chirurgie esthétique quand même. Ça refroidit Ouais. un peu d'avoir envie de le faire. Alors que dans la chirurgie de l'obésité, je pense que en plus, ils touchent pas des trucs superficiels comme les fesses, les seins, le nez. C'est Mm. quand même assez superficiel. C'est vraiment tes organes internes. Enfin, Et ils des vont organes trafiquer sains. des trucs. Ouais, des organes sains. Bah, comme dans la chirurgie esthétique, tu vois, c'est un peu Mm. comparable. Mm, mm, mm. Mais là, c'est des organes vitaux, tu vois, qui sont à l'intérieur. C'est pas comme comme les Mm. seins ou, enfin. Et Ouais. on te met vachement en garde quand c'est tes seins, ton nez, tes fesses. On te met vachement en garde qu'il y a plein de complications. Alors que là, je trouve qu'on n'entend pas trop parler comment, des suites opératoires. Que des Ouais. fois, ça va pas. Tu vois, il y a même des suites aiguës, tu vois, des problèmes de suture. Enfin, il y a des problèmes, hein, c'est sûr.
C'est sûr, c'est de la chirurgie. Il y a Bah, forcément des complications. j'ai quelqu'un que je connaissais à une époque qui s'est vu refuser l'opération en France. Et en fait, cette personne, elle voulait tellement mourir, n'importe quoi, maigrir, pardon. C'est vraiment, Lapsus. désolé, c'est, ouais, vraiment. C'est qu'en fait, elle a failli mourir de ça. Mais du coup, Ouais. elle s'est rendue en Tunisie pour faire l'opération. Parce que là-bas, il n'y a pas des critères Mm. de ouf. Enfin, à partir du moment où tu alignes la thune, voilà. Et le problème, c'est que ça a été très très mal fait, qu'il s'est fait charcuter et que il a failli en mourir plusieurs fois. Il a dû être rapatrié en France, mais le Ouais. fait est que même dans l'avion, en fait, ses poings ont commencé à s'ouvrir, ils commençaient à se vider en fait. Enfin voilà, c'était et cette personne-là, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'un jour, elle m'a dit, mais si c'était à refaire, je le referais. Parce que Mm. je suis mince aujourd'hui. À l'époque, moi, je trouvais ça génial. Je me dis, ah, tu te rends compte ce que tu es capable de traverser pour être mince. Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire, quoi? Jusqu'où on est prêt à aller? C'est fou, quoi. C'est fou Mm. juste pour être mince, en croyant que ça a un impact sur notre santé. Mais en fait, le seul impact que ça a vraiment, c'est qu'on se dit, bah, je ressemble un peu plus à tout le monde, je suis un peu plus Mm. intégrée à la société. Je me sens mieux parce que on ne fait plus de moi un problème. Du coup, en fait, tout mon parcours préopératoire, ça a été un amoncellement en fait de non-sens. Ça a été une déshumanisation avec le côté je suis qu'un numéro de dossier, je suis un patient en plus sur la liste des rendez-vous, où on me donne les mêmes recommandations qu'on aurait donné à n'importe qui, sans s'intéresser à mes besoins spécifiques, etc. Et ce qui a été le coup de grâce, c'est la fibroscopie. Ça a été hyper dur. Je sais pas si tu sais ce que c'est, je pense que si. Oui, j'en ai déjà eu une. C'est un peu horrible, ce genre Sans d'intervention. anesthésie, tu l'as eu sans anesthésie? Non, j'ai bataillé pour avoir l'anesthésie générale et la gastro-entérologue, elle m'a saoulée parce qu'elle me dit non mais une anesthésie générale, c'est pas sans conséquence. Et dans ma tête, je suis genre mais meuf, tu veux me couper les trois quarts de Tu fais une l'estomac sleeve. sous anesthésie générale. Mais par contre, pour que je me sente bien pendant le fait que tu vas me foutre une caméra qui va me descendre jusque dans le Mm. nombril, là, t'es pas d'accord que je sois anesthésiée. Tu vois, c'est que des non-sens comme ça. En fait, c'est que des trucs des choses mises bout à bout qui m'ont fait dire, mais en fait, ils savent pas ce qu'ils font ou ils font ça par-dessus la jambe. Ils s'intéressent pas vraiment à moi. Ils s'intéressent Ouais. pas vraiment à ma santé. Et du coup, la fibro, j'ai fait la fibro. Ça s'est bien passé. J'ai eu aucun souci, mais je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de me faire subir juste pour plaire aux autres? Juste pour enfin être validée. Ok, il y a le truc de la santé, mais en vrai, je me sens pas en mauvaise santé. Enfin, les seuls problèmes que j'ai sont reliés à cette recherche de la minceur, en fait. Les seuls problèmes que j'ai, ils sont reliés à cette course au kilo perdu. Mes TCA, ça vient pas du Ouais. ciel. Mes TCA, ils ont commencé quand j'ai commencé les régimes, les trucs comme ça. Si je me sens comme une merde, je me sens comme une merde parce que je suis grosse et que parce que la société veut que je me sente comme une merde parce que je suis grosse. Mais en tout cas, moi, mon corps, il m'a jamais trahi. Mon Ouais. corps, il a... Après, Voilà. t'as toujours les gens, désolé, je vais jouer le rôle des haters, parce que ma chaîne est un débat, t'as toujours les gens qui vont venir et qui vont dire, Mais actuellement ça va, mais tu ne sais pas sur quoi t'exposes à des problèmes de santé dans le futur. ça, c'est des trucs Oui. qu'ils peuvent te dire. Mais comme tout, et en plus de ça, moi, je pense que on s'est trompé depuis le départ sur cette histoire d'obésité. Il y a une corrélation entre certaines maladies et l'obésité. Ok, vous avez mis en évidence, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est l'obésité, en fait? Parce que Mm. c'est comme si tu démontres la corrélation. Par exemple, il y a eu une hausse des divorces aux États-Unis en même temps que la hausse des ventes de margarine. Est-ce que c'est la vente de margarine qui a provoqué les divorces? Tu vois, on ne Ouais. sait pas. Et en Mm. fait, ce qu'il y a, c'est que les gens qui sont obèses, bah, souvent, ils ont vécu des TCA, ils ont vécu la grossophobie, ils ont vécu des yo-yo pondéraux assez dingues. Parce que t'en as qui font des... Est-ce que Ouais. c'est pas plus ça, en fait, qui Mm. te prédispose à développer des maladies? On peut pas Ouais. dire que c'est vraiment le poids, tu vois. Il y a aussi ces Fat Ethnographie qui dit ça, et aussi plein d'autres professionnels de santé qui sont Health at Every Size, qui disent, mais est-ce que les gros qui développent des problèmes de santé, ils les développent pas parce qu'ils ont... est-ce que la raison, c'est pas plutôt qu'ils ont peur d'aller chez le médecin?
Parce Oui, qu'ils bah ont aussi, peur ouais. du Bah oui, jugement, oui. parce qu'ils ont peur qu'on leur redonne un... Moi, il y a plein de trucs que je fais. Là, moi, je soupçonne un lipodème. Je soupçonne un lipodème au niveau de mes bras. Je soupçonne un lipodème au niveau de mes jambes. Mais je suis terrifiée à l'idée d'aller chez l'angiologue. Parce qu'elle va me dire quoi? On va dire, je me fais des films en me disant, bah, à tous les coups, elle va me dire que c'est parce que je suis grosse et je vais ressortir de là, j'aurai pas mon diagnostic de posé, j'aurai pas des soins de prévention, j'aurai rien, hormis, bah, perdre du poids. Tu vois, Mm. j'ose même pas aller chez l'angiologue alors que j'ai des problèmes de circulation parce que je veux pas m'entendre dire de faire un autre régime en fait. Et ça, c'est pour plein de gros comme ça. Il y a plein de personnes grosses. Moi, mon mari, il est terrifié d'aller chez le médecin du travail parce que c'est une grosse grossophobe. Et à chaque fois, elle lui en met plein la gueule. Donc, s'il peut, enfin, voilà, en fait, c'est Mm. ça. Nous, les gros, on évite d'aller chez le médecin la plupart du temps parce qu'on n'a pas envie de s'entendre dire, bah, c'est normal, faut perdre du poids. Vous avez mal à la tête, bah, perdez du poids. Vous avez mal au bras, bah, perdez du poids. On n'a pas envie de s'entendre dire ça, en fait. Ouais, ouais. Mais ça me fait penser que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a pas mal de... Enfin, c'est Fatectographie aussi qui a fait un post là-dessus. Mais je crois que c'est une étude qu'elle a partagée, qui disait que les gens, en moyenne, préféraient perdre 10 ans de vie plutôt que d'être gros. Ça Il y a veut tout dire. 4% aussi des personnes sondées qui préféraient perdre la vue. Bah, perdez la vue si vous voulez. Moi, en attendant, je me sens bien dans mon corps, donc désolée, hein, mais... Ouais. Mais ça paraît tellement invraisemblable. Moi, des fois, comme je dis que je me sens bien dans mon corps, sur TikTok, surtout les trucs comme ça, les gens ils disent non, mais tu mens en fait. Tu peux pas être bien dans ton corps comme tu es, c'est pas possible. Et tu fais exprès, tu fais semblant. Ces gens-là croient les gens qui disent qu'ils veulent perdre du poids uniquement pour leur santé. Voilà, Enfin, tu mais vois, c'est ça c'est un truc que je crois pas non plus. Et du coup, comment t'as fait pour te sentir bien dans ton corps alors? C'était quoi ton cheminement? Ça a été super dur parce que j'ai décidé de stopper la chirurgie avant la chirurgie, du coup, en 2019. Et même pas un an après, il y a eu le Covid. Et pendant le laps de temps où j'ai arrêté de me relancer de continuer cette chirurgie et le Covid, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce qu'en fait, être dans le contrôle à vie, je veux pas. Mon corps, je me rends compte qu'il m'a jamais fait de mal. Tout ce qui m'a fait du mal, c'est ce qui venait des autres et la grossophobie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et en fait, il y a eu le Covid qui est arrivé. J'ai refait un régime. Je suis retombée parce que bah on avait toutes ces images de ah on est coincé chez nous donc forcément on va grossir donc Mm. forcément machin. Donc j'ai refait un régime et peut-être au bout de un mois ou deux j'ai dit non mais arrête t'es en train de retomber là-dedans. Et en fait je pense que c'était genre le truc de me dire est-ce que j'ai fait le bon choix en arrêtant les régimes? Oui. Du coup ça a confirmé le fait que je voulais plus faire ça. Bah en fait petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à la sphère militante. Donc militante anti-grossophobie. Et bah de là, il y a eu plein d'études scientifiques dont moi, on ne parlait pas, parce qu'à l'époque, j'étais ingénieure pédagogique dans le milieu de l'obésité. Et moi, bien Ah sûr, ouais. le discours, c'était bah, l'obésité est une maladie, il faut absolument l'éradiquer, c'est une vraie pandémie mondiale. Et moi, j'applaudissais des deux mains, hein. J'étais genre, ah oui, ah oui. Et petit à petit, en fait, dans cette entreprise, j'ai commencé à amener des idées un peu plus inclusives, à dire, ouais, mais bon, on se rend bien compte que la perte de poids, ça marche pas. Les professionnels de santé avec lesquels je co-construisais les parcours thérapeutiques me disaient, oui, on sait que ça marche pas, mais pour le moment, on n'a rien d'autre à proposer, en fait. C'était un peu ça. On sait que les patients qui viennent nous voir pour une perte de poids, 5 ans après, on les retrouve dans notre cabinet ou dans le cabinet d'un confrère ou d'une consoeur qui redemande une perte de poids, qui disent j'arrive pas à perdre du poids, donc on refait un plan alimentaire un peu, voilà, on bidouille un petit truc pour qu'ils repartent avec quelque chose, mais on sait qu'on les retrouvera dans nos... Et en fait, ça m'a saoulée, mais d'une force, cette hypocrisie, en fait. C'était des professionnels de santé déjà minces en face de moi. Et on me disait à moi, femme grosse, que ce qu'on m'avait à moi, quand j'étais ingénieure, on me le disait, mais ça résonnait avec la femme grosse que j'étais. C'est qu'on me disait que tout ce qu'on m'avait donné depuis le début pour que je perde du poids, en fait, c'était juste pour me faire patienter. En fait, c'était juste pour me satisfaire un temps, de se dire, ah, ça y est, imagine, ça, c'est mon Ouais. plan alimentaire, c'est genre, ah, je ressors du cabinet, j'ai mon plan alimentaire, je vais pouvoir enfin maigrir. Puis, bah, 2 mois après, ou 3 mois après, ou un an après, j'étais de retour chez un autre diète parce que ce Ouais. que ce diète m'avait proposé, ça avait pas marché. Et en fait, c'était cette hypocrisie, ça m'a fait un peu m'intéresser encore plus, on va dire, au contre-pouvoir, au contre-courant. Et de fil en aiguille, ouais, j'ai commencé à implanter de plus en plus d'idées un peu inclusives dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. C'était assez réceptif a émis l'idée de racheter l'entreprise dans laquelle je travaillais. Mais du coup, moi, j'ai dit, si ce laboratoire rachète l'entreprise, je ne pourrai plus me regarder dans la glace.
C'est pas possible. J'aurais eu l'impression de trahir mes sœurs grosses en fait. Parce que petit à petit, dans ma sphère intime, dans ma sphère privée, je commençais à développer un peu ce militantisme en fait, ce ras-le-bol d'être toujours ramenée à la perte de poids, des trucs comme ça. Et il est arrivé que, en fait, finalement, mon parcours perso il est très lié à mon parcours pro, hein. Mais du coup, il est arrivé que les investisseurs ont refusé de remettre de l'argent sur la table pour maintenir l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que on ne perdait pas assez de poids. Donc en fait, ils ont coupé les vivres de la société en disant bah nous on perd pas assez de poids, vos promesses elles font pas perdre assez de poids aux gens. Donc on remet pas d'argent sur la table et du coup j'ai été licenciée économique Hmm. et du coup ça a renforcé Ah encore ouais. plus. Voilà, Ah, en parce que fait c'est le but, c'était de perdre du poids dans l'entreprise où t'étais. C'était un but implicite. Je pense que c'était Hmm. un but implicite. On me disait que le plus important, c'était d'améliorer notre qualité de vie, mais forcément qu'il y avait quand même une recherche de... En fait, les préconisations, on s'appuyait sur les préconisations gouvernementales, et les préconisations, c'était de perdre 5% à 10% de la masse pondérale. Donc sur 100 Ouais. kilos, c'était de faire 5 perdre, à 10 kilos. voilà, 5 à 10 kilos. Et du coup, on s'appuyait là-dessus. Donc, si on arrivait à faire stabiliser nos clientes, nos patientes, c'était bien. Si on arrivait à leur faire perdre du poids, c'était mieux. Mais pour les investisseurs, 5 à 10%, c'était pas assez. Pour eux, ils auraient voulu des pertes de poids, peut-être Bah de oui. 20, 30 kilos, quoi. Alors, un truc que te promet finalement une opération de bariatrique qui t'affame. À l'époque, il n'y avait pas Hmm. aussi les injections. On a dû fermer et moi, j'avais pas envie de lâcher les meufs grosses, en fait. J'avais pas envie de m'avouer vaincue sur de laisser gagner la, la diète culture, en fait. J'avais pas envie de ça. Et bah finalement, je j'œuvrais déjà sur moi-même, mais ça a vraiment accéléré le travail sur mon rapport au corps, sur mon rapport au poids. Et en fait, c'est ce qui m'a fait aussi comprendre que le rapport au corps et le rapport au poids, c'est pas un truc individuel, en fait. Ouais. Ça a un impact individuel, mais qui a des répercussions sociétales. Moi, s'il y avait plus de meufs comme moi qui faisaient le choix individuel d'accepter leur corps, de faire la paix avec leur corps et leur poids, bah, petit à petit, finalement, le marché de la diète culture, il s'effondrait. Donc, il s'effondrerait. C'est un choix personnel qui a des répercussions sociétales, en fait. C'est des petits grains de sable qui, petit à petit, forment un désert, enfin, forment une montagne. Ouais, ouais. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je dis Si. pas que je suis la meilleure et que mon choix est exceptionnel et qu'il faut, mais je dis juste que, en fait, c'est là que j'ai compris que mes choix personnels avaient une répercussion sur Ouais, la mais vie du coup, des autres. t'as pas fait de psychothérapie individuelle Non, ou de trucs en comme ça. vérité, non. Non, En en fait, c'est le vérité, militantisme qui t'a aidé. Et du coup, quand tu ouais. parlais de militantisme, c'est qu'est-ce que tu as vu en fait concrètement? Enfin, qu'est-ce que tu as rejoint comme Bah, en fait, je me suis intéressée Alors, ça a commencé avec, par exemple, Juliette de The Last Quiche qui parlait justement des trucs anti-poids, enfin anti-poids, anti-perte de poids ou du moins contre les régimes. C'est elle qui m'a fait découvrir le mot diète culture et elle, je la suivais déjà à l'époque où je travaillais dans le milieu de l'obésité. Ça a été toi découvrir ta chaîne. En fait, c'est le militantisme, mais aussi tout ce qui est alimentation intuitive. Ouais, Ça a été le travail de Lisa de mon gros podcast. Ça a été le travail de Corps Cool. Ça a été le ouais. travail de Fat Ethnographie. Ouais, Et donc ouais, tu en les as fait, découverts grâce au réseau en fait. voilà, c'est ça. Parce que Mm. sinon, les seules associations qu'il y avait que je connaissais, moi, c'était des trucs hyper médicalisés, hyper grossophobes, Ouais. comme la Ligue contre l'obésité, qui est gouvernée par des gens minces. Tu vois, Mm. en fait, j'avais besoin de voir des meufs comme moi qui me disaient, mais en fait, être gros, c'est pas grave. Ça fait de mal à Mm. personne, en fait. C'est ça. Être gros, c'est un fait, c'est un état corporel. Voilà, c'est pas grave. En fait, c'est ça que j'avais besoin d'entendre pour aller mieux. C'est OK. Mm. T'as fait ce que t'as pu pour maigrir, mais t'inquiète pas, il y a un autre chemin, en fait, que cette course au poids. Ouais, c'est petit à petit, en fait, ma vie perso, ma vision perso a fusionné avec ma vision pro et ça a donné celle que je suis aujourd'hui, quoi. Et du coup, ça t'a aidé aussi à, enfin, je sais pas si tu dis aimer ou accepter ton corps, Moi, je dis ou aimer. si pour Ouais. toi, enfin, parce qu'il y a ça, c'est propre à chacun. Tu vois, il y a des gens qui sont dans le même, dans les mêmes idées, mais qui sont pas ils ont pas réussi à aimer leur corps, mais justement, ils disent que c'est pas le but en soi. Mm. Le but, c'est déjà
d'être en paix, enfin voilà, de pas maltraiter son corps. Mais si on Mm. n'arrive pas à l'aimer, bah c'est pas grave. Enfin, entre guillemets, c'est pas un objectif forcément. Toi, t'as Moi, réussi à je, atteindre cet objectif. ouais, moi, je suis totalement d'accord avec l'idée qu'on n'est pas obligé d'aimer l'esthétique de son corps. Voilà, juste être neutre. Voilà, juste être neutre, mais en fait, je pense que l'amour de soi, il est inconditionnel. C'est une croyance que j'ai, hein. C'est une croyance, il n'y a pas de fait scientifique sur ce que je m'apprête à dire, mais je pense qu'on s'aime tous de manière inconditionnelle. Je pense juste qu'on ne s'autorise pas à se le dire, on ne s'autorise pas à se révéler. Et pour moi, l'amour de soi, c'est pas un amour genre, oh, je me trouve trop bonne. Pour moi, Hmm, l'amour de soi, c'est je m'aime assez pour me respecter, je m'aime assez pour m'accepter telle que je suis sans chercher à me changer. Et du coup, moi, j'aide les femmes à s'accepter telles qu'elles sont. Mais pour moi, l'acceptation, ça reste une part d'amour de soi. Donc, c'est vrai que moi, je dirais pas que ça m'irrite, mais ça me fait un peu tiquer quand les gens veulent vraiment mettre une barrière entre le fait de s'accepter et s'aimer. Ok, c'est deux choses différentes, mais pour moi, s'accepter, c'est déjà un acte d'amour de soi. Je sais pas si c'est ouais, clair ce ouais, que je ouais. dis. C'est un peu philosophique, mais c'est vraiment ce que je pense et c'est vraiment ce que j'essaye de dispenser. C'est le fait que pour moi, si tu travailles sur l'acceptation de soi, c'est que tu t'aimes en fait. Tu t'aimes assez pour en avoir marre de te faire du mal. Tu t'aimes assez pour en avoir marre de lutter contre ton poids. Tu Hmm. t'aimes assez pour te respecter enfin et te faire respecter. Voilà, moi c'est un peu la vision que j'ai quoi. Ouais, bah après, dans l'imaginaire collectif, s'aimer, c'est aimer son apparence extérieure. Donc, c'est un peu utopique. Disons que enfin, la beauté, c'est quelque chose de subjectif qui change selon les époques. Donc, Hmm, étant donné que, à notre époque, c'est quand même des critères qui sont très précis, très restreints, qui correspondent à moins de 2% de la population, c'est fait exprès pour nous rendre insatisfaits et pour nous faire consommer, au final. Je pense que vouloir correspondre aux critères de beauté pour s'aimer, c'est pas possible. Mais je suis non. d'accord que aimer son corps, enfin, c'est le respecter, donc c'est lui Hmm, offrir du repos, de la nourriture, enfin, faire qu'il se sente bien. une sécurité. Voilà, c'est ça, une Ouais. sécurité. Oui, c'est ça. Quand t'es enfant, en fait, je pense que avant que tu sois matrixé par la société, tu te soucies pas trop de ton apparence extérieure et tu t'aimes quand même, tu t'aimes quoi, tu t'aimes ton corps, tu te fais passer en premier, enfin les tout petits Hmm. enfants, tu vois, je pense pas qu'ils soient, à moins qu'ils étaient très tôt matrixés, mais Mais en tout cas, enfant, moi, je détestais mon corps, hein. Quand j'étais ado, je me suis fait du mal au corps, sans vouloir dire le mot, mm, mais je me suis fait du mal au corps. J'ai encore les cicatrices. Je dis ça avec le sourire, mais c'est un sourire tendre, hein, parce que je regrette pas cette période-là de ma vie, je l'embrasse, je prends la jeune Nina mm, dans mes bras et j'ai vraiment cette vision de moi à différentes étapes où la Nina adulte d'aujourd'hui, elle prend soin des petites Nina d'avant. Mais j'ai déjà été très très loin, j'en parle plusieurs fois sur mes réseaux, mais au point de vouloir pour ouais, je supportais plus mon corps, parce que je ne supportais plus d'avoir tout le temps des remarques, parce que j'avais peur qu'on ne m'aime plus, j'avais peur qu'on ne m'aime pas. Et j'ai toujours été la bonne copine grosse. Enfin, j'ai jamais été aimée pour la Nina que j'étais. En fait, c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est on m'a toujours appris à me détester pour ce que j'étais pas et jamais à m'aimer pour ce que j'étais déjà, en fait. Et c'était mm. exactement ça, ma vie jusqu'en 2019, c'était exactement ça, jusqu'à ce que je mette les pieds dans le plat, en fait. Ouais, mais je trouve ça assez bien ton témoignage parce que c'est vrai que souvent quand on parle de TCA ou quoi, on insiste beaucoup sur la psychothérapie individuelle. Et en fait, la preuve est que, enfin, moi j'ai fait les deux, mais je trouve que le fait de voir le truc d'un point de vue collectif, parce que c'est vraiment pas un problème, tu vois, de santé, enfin, c'est vraiment un truc collectif le rapport à Mm, l'alimentation perturbée, alors après le surpoids et tout, enfin, c'est vraiment aidant, je trouve, de trouver des contenus qui parlent de ça, d'un point de mm, vue collectif, parce que du coup, on se sent moins seul.
On se dit que, ouais, en fait, c'est pas nous qui débloquons dans notre tête. Parce que, en fait, le truc, c'est que, ouais, les TCA, c'est une pathologie mentale. Et on a tendance à dire, oui, c'est un problème de santé mentale. Je suis d'accord avec ça. Mais le fait est qu'après, tu te dis, ouais, c'est un problème de santé mentale. Donc, c'est moi qui débloque. Enfin, tu vois, tu peux aussi dire que c'est de ta faute. Enfin, pas de ta faute vraiment, mais que tu peux avoir eu des événements de vie qui me fait que, voilà, le harcèlement ou je ne sais quoi. Mais en Mm. fait, le truc, c'est que je suis d'accord qu'il y a des trucs Mm. individuels, hein, je dis pas. Il y a des facteurs de vulnérabilité individuelle. Mais au final, s'il y a une explosion et qu'il y a autant de gens qui en souffrent, c'est quand même qu'il y a un problème De santé sociétal, publique. systémique. Ouais, voilà, c'est ça. Et que, Ouais. enfin, tu vois, le fait d'être harcelé, que ce soit parce que enfin, t'es trop gros ou quoi, bah, ça peut créer des TCA. Donc, C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est un choix, c'est un cheminement qu'on fait de manière individuelle, mm, mm, mais qui a des répercussions sur toutes les personnes. Moi, ma mère, elle est vachement plus en paix avec son corps depuis que j'accepte le mien. Parce qu'elle, mm, elle a vu en moi, on va dire, bah, une meuf qui s'est fait tout le temps reprendre sur son poids, mais qui aujourd'hui l'accepte. Et aujourd'hui, même elle, elle me dit, oh, bah, oh, il m'a encore dit que je mangeais trop, que je pensais tout le temps à la nourriture. Avant, jamais elle m'aurait dit ça, ma mère, parce que, enfin, voilà, mon père aujourd'hui, il me dit, bah, on est ce qu'on est, et c'est comme ça. Jamais avant mon père, il aurait dit ça. Et je pense que en s'élevant soi-même, en s'éduquant soi-même, en se réparant soi-même, on aide mm, aussi les autres à se réparer. Et moi, si aujourd'hui, si je suis thérapeute, c'est parce que bah, j'ai tout ce bagage-là d'ingénierie pédagogique où j'ai vraiment beaucoup appris sur le poids. Tout n'est pas acheté de tout ce que j'ai su, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai travaillé. Et tout ça, je le mets à la sauce inclusive, à la sauce qui fait du bien à tout le monde et non pas qui fait peur à tout le monde. mm, Et maintenant, bah, ce que je vois, c'est que bah, mes clientes ont moins de TCA. Ce que je vois, c'est que ma mère ne se comporte plus comme elle se comportait avec moi. Ce que je vois, c'est que ma sœur, elle s'accepte. Ce que je vois, c'est que mon père, il s'en fout d'avoir une fille grosse. Ce que je vois, c'est que mon mari et moi, bah, on est vachement plus épanouis dans notre couple. Enfin voilà, en fait, je te dis, c'est un choix mm, personnel qui a mm. des répercussions sur tout le monde. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais partager? Non, je suis trop contente d'avoir été invitée, vraiment. Comme je t'ai dit, c'est un peu une consécration pour moi dans le sens où je suis ton travail depuis, bah, depuis mes années rémission, on va dire, depuis mes années guérison. Donc, que Nina elle soit là un jour, bah, c'est quand même assez fou. Donc, merci beaucoup. Bah de rien, de rien. Ça fait plaisir de voir que finalement, grâce à mon contenu, t'as fait un bout de chemin et que bah en fait on fait des petits quoi. Enfin, tu vois, en fait, on donne la parole à d'autres personnes qui ont l'idée de créer un compte Instagram qui va encore élargir plus le potentiel de gens qui peuvent Ouais, accéder à ce genre d'idées. Donc c'est chouette, je trouve. ouais, c'est la Ça se répand. sororité, la Ouais, vraie. ouais. Et du coup, pour finir, alors ton plat préféré, Nina? Mon plat préféré, alors, j'ai les pâtes à la carbo de mon papa, mais sinon, j'adore les burgers. Et ton dessert préféré? Le clafoutis à la myrtille de mon mari ou la glace, c'est le gâteau au citron. J'ai trois trucs. Le gâteau aussi, la tarte au citron ou le gâteau au citron? La tarte au citron sans Ouais, meringue, ouais. je Ah oui, précise. sans meringue. D'accord. Voilà. Ok. Et tu penses que t'es plutôt bec sucré ou bec salé? Salé. Ah, salé, salé, salé. Franchement, tu mets un paquet de chips ou un Paris-Brest, je prends le paquet de chips. Vraiment. Même un bon Hmm. Paris-Brest fait par un bon pâtissier, c'est mort, je prends le paquet de Ah chips. ouais. Bah du coup, on mettra ton compte Insta dans la description pour ceux qui voudraient venir te parler. Et Mhm. puis bah merci beaucoup. Merci à toi, je t'embrasse et bah, bon courage pour le bébé. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt!